Est-ce que vous avez peur là maintenant? Non, mais je veux dire, une peur que vous avez peut-être d'être abandonné, peut-être d'un rapport amoureux, peut-être du travail, peut-être quelque chose. Aujourd'hui, on va parler des peurs avec Angelo Follet. Angelo Follet, c'est un artiste, mais aussi quelqu'un qui accompagne les artistes dans leur quête et qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur, sur lequel les gens disent de manière anonyme leurs peurs, leurs plus grandes peurs, et elle essaye d'y répondre et de les accompagner un tout petit peu à travers des stories ou des réponses sur Instagram. Donc on va parler des peurs, de mes peurs parfois, et j'imagine que ça va résonner en vous, j'espère que ça résonnera en vous. Je m'appelle Grégory, vous êtes sur Vlan, et c'est parti. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour Angelo. Bonjour. On va parler des peurs. Toi, tu es coach. Je voudrais comprendre pourquoi tu as créé ce compte Instagram Balance ta peur et pourquoi tu t'es concentré sur les peurs Enfin, pourquoi les peurs en fait? Pourquoi les peurs? J'ai créé ce compte au départ parce que je voyais arriver tout doucement certains comptes qui prodiguaient quelques conseils, qui avaient une forme de vocation à éduquer ou à réfléchir collectivement, poser des questions, remettre en question aussi pas mal. Et j'ai toujours trouvé ces démarches hyper intéressantes, jusqu'à m'apercevoir que parfois on rentrait assez facilement dans des débats et on se retrouvait un peu comme sur les forums à l'époque où il y avait des forums. Il y en a toujours. Où finalement c'est une bataille qui a raison et une bataille de vérité et une bataille d'histoire personnelle. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné la démarche est hyper ouverte et hyper intéressante et d'un coup ça vrille et soit l'auteur ou l'autrice du compte se met à prendre position et à rentrer dans le débat, soit à juger, soit alors c'est sa communauté qui commence un petit peu dans les commentaires ou autres à débattre. Et je me suis dit mais c'est vraiment dommage, qu'est-ce qu'il y a en dessous en fait finalement je me suis dit mais ils ont peur de quoi pour défendre autant leur bout de gras? Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme compte qui viendrait en amont de ça finalement? Et je sais pas si t'as remarqué, mais on est quand même 10 000 et il n'y a pas de débat. Alors parce que c'est certainement anonyme et que ça fait peut-être flipper tout le monde de donner son avis, je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de modérer le compte. Il y a un endroit où finalement, à partir du moment où on exprime ses peurs, et où on se met dans une sorte de vulnérabilité, finalement ça redescend. C'est un peu un principe de base de la communication non violente. C'est vraiment d'exprimer ce que je ressens plutôt que de porter un jugement en fait. Et alors justement, tu parlais du nombre de followers. C'est un compte qui a été lancé récemment. Et pour être tout à fait honnête, quand je l'ai vu passer, on se connaissait déjà, ouais. Moi je me suis dit, mais qui va oser balancer ses peurs justement? Parce que ça demande une vulnérabilité qui est assez forte, même si il y a de l'anonymat, il y a quand même un rapport à toi en l'occurrence, qui reçoit la peur en l'occurrence. Ouais. Et je pensais pas que ça allait prendre aussi fort, aussi vite. Alors on est quand même sur un chiffre qui est tout relatif pour les personnes qui ont l'habitude des grands comptes Instagram avec des millions de followers, mais néanmoins ça vient de commencer, c'est assez récent, je sais pas, ça fait quelques mois. Ouais, ça fait un peu plus de 6 mois. C'est ça. Et finalement, tu as réuni quand même pas mal de monde, principalement féminin, si je me trompe pas. Je crois, ouais, dans la plupart c'est ce que j'ai remarqué, on en a parlé, dans la plupart des comptes de ce type-là, il y a beaucoup de femmes. Comment tu expliques que les gens, hashtag les gens, que les personnes, acceptent cette part de vulnérabilité et acceptent de se livrer de cette manière? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, je reçois beaucoup de messages qui au départ sont assez timides, dans le sens où est-ce que c'est bien ici qu'il faut balancer sa peur? Je réponds oui. Est-ce que ça reste bien anonyme? Je réponds oui, bien sûr. Est-ce que tu vas en faire un post ou pas? Je réponds ça dépend. Voilà. Donc il y a quand même une précaution. Donc j'essaie d'être assez rassurant. Enfin, de toute façon, les règles sont assez simples. Tout est anonyme, à part s'il y a un désir sur le podcast, par exemple, comme le dernier, d'être
reconnue. Qu'est-ce qui fait que... Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rassurées par le fait qu'elles ne me connaissent pas, justement. Le fait que ce soit anonyme, le fait que, justement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont balancer des peurs sur leur mec ou leur nana, enfin des relations dans lesquelles elles sont, et le fait de pouvoir le dire sans que la personne le sache. Ça libère aussi ça libère. Ça libère de balancer ses peurs quelque part. Apparemment, oui. Toi, donc, sur le compte, tu donnes des conseils sur les peurs, en l'occurrence. Tu as ouvert un podcast, tu faisais référence sur le même sujet. Oui. Tu peux donner des exemples de peurs ou des exemples de sujets que tu as traités sur le podcast? Alors, pas que sur le podcast, d'ailleurs, ça peut être aussi sur le compte Instagram. Ça va beaucoup plus parler aux gens et ça va générer de la conversation, je pense. Les grands thèmes, ce qui revient le plus souvent, c'est étonnant, il y a la peur d'être abandonné, ça c'est un classique, et je crois qu'on n'en a jamais fait le tour en fait. J'ai déjà fait plusieurs posts sur le thème en ayant plusieurs angles différents, et à chaque fois c'est les posts qui ont le plus de likes, parce que c'est les gens hashtag les gens, les abonnés qui se sentent, qui se reconnaissent. Donc la peur d'être abandonné, donc rejeté aussi, c'est encore un peu plus fort. La peur de ne pas être aimé, donc de ne pas être parfait. La peur de ne pas y arriver aussi, de ne pas trouver sa place dans la société, dans sa famille, dans le monde. La peur de ne pas retomber amoureux. Alors ça, c'est un classique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu des histoires amoureuses fortes et qui finalement ont peur de ne pas pouvoir revivre cette histoire, alors que cette histoire leur a fait souffrir. Les a fait souffrir. Donc, il y a un peu ça. J'ai eu très peu de peur, tu sais, genre j'ai peur du noir ou j'ai peur des araignées ou des trucs comme ça. Non, c'est des peurs qui sont très très qui ont l'air viscérales et qui ont l'air très intimes en fait. C'est pas des peurs, j'ai envie de dire, c'est pas des peurs concrètes quoi. C'est toujours la peur de quelque chose qui n'est pas là en fait. Hein. Donc le mécanisme est assez fort, parce que finalement, comme on dit, la peur n'évite pas le danger, donc finalement, ça n'évite pas aux personnes de vivre ce sentiment-là, en tout cas. Et justement, ça vient d'où, les peurs ? C'est très archaïque. Au départ, en fait, c'est vraiment ça fait partie du système de survie. C'est biologique, en fait. Hein. Les émotions au départ, sont biologiques, c'est-à-dire que ce ne sont même pas des émotions, ce sont des indicateurs neurophysiologiques qui nous permettent, en fonction des situations, de survivre. Donc au départ, effectivement, quand il y a un danger réel qui nous menace physiquement, ou notre vie, ou la vie de proches, là effectivement la peur s'enclenche pour pouvoir trouver les situations les solutions à des situations les plus critiques, en un laps de temps très court. Donc ça dure pas très longtemps normalement. Le principe d'une peur normalement, c'est qu'elle crée un moment de stress avec l'adrénaline et puis la mise en mouvement pour pouvoir trouver une solution rapide. Les peurs dont on parle, c'est des peurs qui durent parfois des années, quoi. Et alors qu'il n'y a pas de danger. Donc la racine des émotions et la racine des peurs sont vraiment, elle est vraiment faite pour nous mettre en mouvement face à un danger. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un... Alors, la peur de l'abandon, tu faisais référence, je pense que c'est une peur qui est commune à tous. On peut blâmer nos parents, mais enfin, globalement, je pense que quelle que soit la manière dont tu es éduqué, à un moment donné, ça te touche. Toi, moi, n'importe qui. C'est quoi les types de conseils que tu vas prodiguer sur une peur qui, en l'occurrence, est universelle, quelque part ? Je m'efforce de ne pas rentrer dans la thérapie personnelle sur le compte, même si parfois en story je fais des questions-réponses et où là j'utilise autre chose que le mental pour me connecter à la personne et ressentir un petit peu de manière un peu plus précise son système, comment elle fonctionne, sa structure, avec ce qu'elle a partagé comme question. Sur la peur de l'abandon, en fait,
il y a un truc indéniable, c'est que l'enfant, le nouveau-né, le bébé, il va devoir poser des mots sur des situations et des expériences et des émotions qu'il va ressentir. Il suffit que maman ait attendu un peu trop longtemps pour donner le sein ou donner le biberon, et l'abandon, enfin en tout cas la sensation d'abandon, va émerger. Et le problème, c'est ça, en fait, c'est que finalement, c'est plus la perception et l'interprétation qu'on va avoir de tous ces moments-là et la somme de ces conversations intérieures qu'on va avoir qui vont créer la peur et donc nous rappeler à ces émotions fortes et intenses lorsqu'on était petit et qu'on était incapable à ce moment-là d'agir et de changer la situation, puisqu'on est complètement dépendant au départ de nos parents, ou en tout cas de nos figure parentale. Donc, l'abandon, quand il est vécu en tant qu'adulte, c'est pas l'adulte qui se sent abandonné, c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant que l'adulte a été, qui revit et revit et revit et revit ces situations d'abandon, ou en tout cas ces situations dans lesquelles il s'est senti abandonné, pour un moment pouvoir les dépasser, justement. Et tu parlais tout à l'heure de vulnérabilité, on est 2 hommes, c'est plutôt rare, enfin rare, je sais pas si c'est rare, mais en tout cas, c'est pas si courant, c'est un peu plus aujourd'hui, d'entendre un homme parler de vulnérabilité. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur la vulnérabilité ? Moi, c'est un mot au début, avant que je lise le bouquin, que j'arrivais même pas à prononcer, en fait. C'est intéressant, mais qu'est-ce que tu as envie de dire sur la vulnérabilité ? Qui est très lié aux peurs. Ouais, je trouve que la vulnérabilité, elle a toujours eu mauvaise presse, en fait. On a toujours assimilé ça à la fragilité ou à la faiblesse. Ce qui est un point de vue hyper patriarcal, enfin en tout cas qui suit des codes de force et de puissance et de masculin qui sont complètement biaisés, parce que c'est pas ça du tout. La vulnérabilité, pour moi, c'est simplement la capacité à voir qu'on n'est pas menacé, en fait. Et donc, si tu vois que t'es pas menacé, bah, t'as rien à protéger. Et à partir du moment où t'es vulnérable, finalement, t'es hyper fort, parce que, en fait, finalement, c'est presque comme si, quand t'acceptais ta vulnérabilité, tu devenais invulnérable, puisqu'il n'y a plus rien à protéger. La seule chose qu'on protège en permanence, c'est notre ego, c'est-à-dire l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on renvoie, et ce qu'on appelle la personnalité. À partir du moment où ma personnalité et ce qui constitue ma personnalité est touchée, ou j'ai la sensation qu'elle est touchée, comme mon identité, je sais pas, ma masculinité, ou toute autre chose sur laquelle je suis identifié, mon boulot, mes qualités, etc. À partir du moment où on touche à ça, on touche à ma personnalité, à qui je suis. Et c'est ça, en fait, qui essaye de se défendre. L'ego cherche en permanence à défendre notre personnalité pour nous donner la sensation que nous sommes bien quelqu'un. À partir du moment où tu es vulnérable complètement, c'est que tu as réussi à te désidentifier, c'est-à-dire à ne pas croire que tu es ceci ou cela, et que du coup, même si on t'attaque dessus, finalement, il n'y a pas de menace, quoi. Et tu parlais tout à l'heure, là tu parlais à l'instant d'ailleurs de ce que tu es, ce que tu projettes, ce que les autres pensent de toi, donc ces 3 couches. Et puis il y a une couche intérieure qui sont tes ombres, tu faisais référence tout à l'heure. Ouais. Est-ce que finalement les peurs sont pas aussi liées aux ombres ? Alors les ombres, c'est un concept en France dont on parle pas beaucoup, pas trop. Beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons. Néanmoins, il y a des bouquins hyper intéressants comme Apprivoiser son ombre, qui est un bouquin québécois que je recommande vivement. Où est-ce que tu conseilles, peut-être, et toi particulièrement tu conseilles des artistes, ou en tout cas tu coaches des artistes, donc des gens qui ont a priori une sensibilité un peu forte. Ouais. Est-ce que tu les accompagnes d'abord dans la reconnaissance de ces ombres ? Est-ce que tu peux expliquer peut-être aussi simplement ce que c'est que le concept d'ombre ? De l'ombre, c'est un concept qui a été imaginé et inventé par Jung, qui est
voilà, enfin, un des disciples de Freud et qui a après changé un petit peu de direction. Mhm. Et qui finalement, notre part d'ombre, finalement, c'est, si tu veux, je vois ça un petit peu comme un alchimiste. C'est-à-dire que on est tous alchimistes dans le sens où on a tous du plomb en nous qu'on a la possibilité de transformer en or. Donc finalement, l'ombre, en fait, elle est complètement indispensable à exprimer notre lumière. C'est vraiment... là, on est dans le monde relatif, c'est-à-dire que l'ombre est relative à la lumière, etc. L'ombre, pour moi, c'est vraiment... au-delà de ce qu'on pourrait penser de l'inconscient ou de nos mauvais côtés ou de nos défauts ou de nos endroits les plus sombres, c'est vraiment notre matière première, en fait. Il y a pas de... C'est toujours pareil, en fait, tu vois la lumière, il y a de la lumière que parce qu'il y a un contraste avec l'obscurité, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment, ça rejoint un peu, voilà, plutôt les concepts orientaux, dont le yin et le yang, finalement, qui sont pas des concepts où il y a un côté meilleur que l'autre, ou un côté négatif, un côté positif, mais plus une complémentarité, en fait. L'ombre, c'est une occasion de justement mettre de la lumière dessus, quoi. Et les peurs, pour moi, c'est le plomb qui peut se transformer en désir ou en amour même, si on utilise le courage, en fait. C'est vraiment ça. Peur et désir, peur et amour, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Et ce qui nous aide à passer de l'un à l'autre, c'est vraiment le courage. C'est vraiment, à un moment donné, il y a rien d'autre que passer à l'action et changer de côté pour pouvoir accéder finalement au désir ou à l'amour qu'il y a derrière, quoi. Mais alors, où je trouve ce courage? Où se trouve ce courage? Où je le trouve, moi, ce courage, pour passer de l'un à l'autre? Parce que de dire, par exemple, effectivement, il faut que tu sois courageux pour te dire que tu as été extrêmement amoureux et c'est très bien, et tu revivras peut-être une histoire similaire. Bon, d'abord, il faut faire le deuil, évidemment, de l'histoire précédente, mais où est-ce que je trouve le courage de tenter à nouveau l'expérience, sachant que ça m'a fait extrêmement mal, par exemple? Eh ben, évidemment, il est en toi, et dans le sens où, si tu veux, le courage, ça va pas tant être de renouveler une expérience de relation en ayant un petit peu cette mode kamikaze où tu vas et tu sais pas ce qui va se passer et tu pries pour que ça se passe bien. Non, le courage, c'est plutôt d'aller voir justement quelle est la peur qui est en dessous, quelle est la blessure qui est en dessous, quelle est l'empreinte, de quoi tu as été marqué. Et finalement, en fait, de gérer cette ombre avec les bonnes personnes. La plupart du temps, finalement, les problèmes de couple ou les problèmes relationnels sont des pièces qui se rejouent si tu veux, d'œuvres originales qui ont été créées et vécues et conçues avec nos parents la plupart du temps, même dans la vie intra-utérine, hein, c'est dans le ventre, on est déjà influencé par... il suffit qu'on n'ait pas été désiré au départ pour que toute notre vie, on cherche à être désiré par la suite. Ça suffit, en fait. Mais du coup, ça prend des formes différentes à chaque fois. Moi, ça m'arrive, hein, tout le temps. C'est-à-dire ? Ça m'arrive tout le temps, c'est-à-dire que j'ai encore aujourd'hui besoin d'être désiré. Et je vois bien à quel point le fait d'avoir été, par exemple, abandonné par mon père biologique au départ, avant de naître, c'est évidemment le premier, le plus fort acte. Alors même pas d'abandon, finalement, il est juste parti faire ce qu'il avait à faire. Et puis voilà, parce qu'en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ce travail-là et que tu prends ton courage à deux mains, ton passé change. C'est-à-dire que tu mets plus les mêmes mots dessus. Mon père m'a pas abandonné, il est juste pas resté et il a fait ce qu'il avait à faire. De là, c'est créé une blessure d'abandon, mais c'est comme ça que moi je l'ai interprété et vécu. Et puis voilà, je me dis tiens, j'ai pas été désiré, donc je vais tout faire pour ça. Est-ce que tu crois que finalement le travail que chacun doit faire, c'est d'apprivoiser ses ombres, mais aussi ses peurs pour être plus fort? Ça veut pas dire forcément de plus avoir peur, ça veut pas dire forcément de régler l'intégralité de ses peurs, mais simplement d'en être conscient. Je crois que c'est ce qui est le plus dur. Enfin, prendre conscience des choses, c'est déjà
C'est déjà énorme. Après, je crois qu'il y a un truc finalement que peu de personnes arrivent à toucher du doigt, c'est de pas comprendre avec le mental, mais de comprendre physiquement. Il y a beaucoup de gens sur le compte qui savent plein de choses. Moi, je vois quand je fais des espèces de sondages avec des questions en story, je vois à quel point ces gens sont... ces personnes, ces abonnés, sont conscientes de leur mécanisme, conscientes de ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, il y a toujours le « bah oui, je sais, ça fait des années que je bosse dessus, mais ça change rien ». Le corps a pas changé, en fait. Les cellules ont pas changé, en fait. Et je crois que la seule façon de vraiment changer, en fait, c'est déjà d'arrêter d'essayer de changer. Parce que il y a un truc où finalement on refuse à chaque fois qui on est et ce qu'on vit. C'est global, quoi. Il y a quelque chose où tout le monde essaye de changer, tout le monde essaie de s'améliorer, tout le monde essaye d'être plus quelque chose ou moins quelque chose. C'est rare quand tombe quelqu'un sur quelqu'un qui est OK avec Bien. tout, quoi. Enfin, Et tu parlais d'Instagram, parce que le compte, tu l'as créé sur Instagram. Est-ce que tu crois qu'Instagram et la vie rêvée d'Instagram peut avoir un impact sur, justement, en écho, le développement de ces peurs en disant, mais finalement, ma vie, elle n'est pas aussi fantastique que celle de ces personnes que je suis. je crois que Ou je suis pas assez, quelque part. ouais, je crois que le grand piège de ces réseaux sociaux et même d'internet, c'est à la fois ce qu'on appelle la gratification instantanée, c'est-à-dire vraiment le temps qui s'est réduit, la sensation aussi, c'est un peu comme les chiens de Pavlov, quoi. C'est que t'as un like, t'as un réflexe de joie, quoi. Ça génère quelque chose dans ton corps, déjà. Ça génère déjà quelque chose dans ton corps. Et ça, je crois que c'est un piège dans le sens où effectivement ça peut renforcer grandement l'anxiété et l'angoisse des personnes qui y sont sensibles, en tout cas. Il y a évidemment un énorme sens de la comparaison qui fait que voilà, on va se comparer à telle ou telle vie, tel ou tel idéal, etc. Tout en sachant déjà que c'est pas la vraie vie, que ces personnes ne sont pas toujours en maillot de bain et qu'il fait pas toujours beau. Mais même en sachant ça, c'est pour ça que je te disais, le mental, il est très très fort, parce que même en sachant ça change rien, on continue, en fait. Et c'est vrai que comme Instagram, c'est un concentré de moments de vie agréables. Ouais. Mais ça fait partie de la charte, il me semble. Je crois que dans la charte, il y a le critère d'authenticité et fait partie de la charte, tu vois. Alors après, à définir ce que c'est. Mais surtout, je pense que c'est pas un endroit où tu es complètement libre d'exprimer vraiment tout ce que tu veux, je pense. Enfin, à part, oui, bien sûr, la nudité ou des choses comme ça, où là, c'est banni, mais bon, c'est quand même très présent, bizarrement. C'est très présent, et il y a plein de choses que, justement, j'ai reçu June de Jouissance Club, où elle parle de la manière dont... et puis j'ai pas mal de conversations en ce moment avec la prédiction, entre autres, sur justement comment tu peux être banni d'Instagram parce que, comme la prédiction, tu peux mettre des poèmes amoureux sexuels. Ouais. En l'occurrence, ça, par exemple, c'est interdit. Ouais. Les tétons féminins, les fameux, des gros plans sur les fesses, c'est interdit. Enfin, il y a énormément de choses qui sont interdites sur cette plateforme, qui sont liées simplement au fait que la plateforme est globale et qu'elle est accessible par tous, y compris par des enfants, ou en tout cas des personnes qui ont des smartphones. Mais comme aujourd'hui, la moyenne en France, en tout cas, des gens qui ont un smartphone, c'est en CE2 à 7 ans. On peut se dire que... Ouais. Mais en fait, c'est simplement les parents, tu sais, qui refilent leurs vieux téléphones à leurs enfants. Donc aujourd'hui, c'est 7 ans la moyenne. Donc nécessairement, ces enfants-là, ils peuvent accéder à ces contenus. Donc c'est ça qui pose problème, finalement. Après, en plus de ça, il y a plein d'études qui vraiment racontent que l'usage des réseaux sociaux tôt contribue vraiment au développement neuronal, si tu veux, de manière beaucoup moins fluide et beaucoup moins riche que quand l'enfant vraiment développe ses sens, développe
le toucher, développe l'expérience en fait. Et toi qui accompagnes des personnes, j'ai fait la référence, je t'ai posé la question, mais finalement, tu n'as pas répondu, et puis je suis passé à autre chose. Mais toi qui accompagnes des artistes et qui ont une sensibilité, je le disais tout à l'heure, un peu plus développée, comment ces personnes-là, elles gèrent leurs émotions, justement, et leurs peurs en particulier, évidemment? Il y a beaucoup d'artistes qui font de l'art pour faire de la thérapie. C'est à cet endroit-là, justement, où on se demande si c'est de l'art ou de la thérapie. Comment elles gèrent leurs émotions? Je crois que même si elles l'expriment dans leur art, d'une certaine façon, elles le nourrissent. Ça nourrit aussi cette espèce de mythe qu'il faut souffrir pour être créatif et être inspiré. C'est pareil, au niveau scientifique, ça a été prouvé que la créativité ne peut se faire qu'à partir d'une résolution de situation, ou enfin en tout cas d'un moment où justement c'est le switch de la souffrance à la guérison, entre guillemets. Nous, on ne peut pas créer dans la souffrance. On crée à partir de la souffrance peut-être, et après, mais pas pendant. Est-ce que tu ne crois pas que faire une œuvre artistique, c'est comme une forme d'accouchement qui se fait naturellement dans la souffrance. Naturellement dans la souffrance. Je ne sais pas si naturellement dans la souffrance, mais il y a une forme de souffrance qui est liée à cet accouchement, non? Peut-être. Je demande toujours, une des questions que je pose souvent aux artistes, c'est finalement, ok, tu as écrit un bouquin, mais pourquoi tu veux le sortir? Et alors là, il n'y a plus un bruit, en général, comme là, tu vois, il n'y a plus un bruit. Et en fait, quand tu parles d'accouchement, c'est drôle parce que finalement, c'est plutôt une recherche de reconnaissance. Et dedans, il y a naissance. Et effectivement, c'est que des endroits et des expériences et des étapes pour savoir un peu plus qui elles sont et se reconnecter un peu plus à qui elles sont. La grande limite de tout ça, c'est que ça nourrit la personnalité et donc l'image de soi et donc l'ego. Et c'est à ce moment-là que finalement, si l'ego prend plus de place, c'est à ce moment-là qu'il y a des dépressions, qu'il y a du mal-être, en fait. Intéressant. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux claquer ou ouvrir la porte. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu peux soit l'ouvrir, soit la claquer, soit faire les deux, comme tu veux. Je vais dire que je vais claquer la porte au développement personnel. D'accord. Et que je vais ouvrir la porte à l'épanouissement collectif. Tu peux développer un petit peu? Je suis de moins en moins à l'aise avec la notion de développement personnel, puisqu'elle ne fait que générer encore plus d'attachement à notre personne et à notre personnalité. Je me bats pas contre ça, hein, c'est ok, mais c'est vrai que finalement, une fois qu'on a bossé à un endroit en développement personnel, il y a un autre truc qui est clos et voilà, et ainsi de suite. Pourquoi j'ouvre la porte à l'épanouissement collectif? Parce que je pense que réellement, nous sommes des animaux sociaux, relationnels. Tout se passe à travers le regard de l'autre. Et je crois que, tu sais, dans la pyramide de Maslow, tout en haut, c'est l'accomplissement. Et pour moi, l'accomplissement, c'est à partir du moment où, effectivement, tu commences à t'occuper des autres autant que tu t'occupes de toi, en fait. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Donc, je crois que la collectivité, le fait de se transmettre les choses, de s'écouter, est beaucoup plus puissante que de se tourner sur son nombril et de régler tous ses problèmes pour être une meilleure personne. Moi, je sais que ce qui m'a aidé à être un peu plus moi, c'est de m'occuper un peu plus des autres aussi. Donc, faut pas en faire une définition ou une marque de fabrique, parce que je crois qu'effectivement, on peut pas trop s'occuper des autres tant qu'on n'a pas vu chez soi les choses qu'on avait réglées. C'est pour ça, souvent, on me demande, mais comment on aide, comment je peux aider cette personne? Commence par toi, en fait, vraiment, quoi. Ça veut pas dire que tu l'aides pas, simplement, voilà. Je pense que la première étape, c'est soi, et puis après, c'est l'autre. D'accord. Cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues.
Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.